La séance est ouverte. En votre nom à tous, je tiens à adresser les plus vives félicitations de la représentation nationale à notre compatriote, M. Gérard Mourou, co-lauréat du prix Nobel de physique 2018, pour ses recherches décisives sur la physique des lasers. Je suis également heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Jean-Luc Poudroux, élu le dimanche 30 septembre 2018, député de la 7e circonscription de La Réunion. Bienvenue. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, Monsieur le ministre de l'Intérieur a adressé au Président de la République sa démission. Cette situation inédite sous la Ve République fait suite à une démission déjà annoncée le 18 septembre dernier, où M. Collomb annonçait par anticipation son départ de la place Beauvau. Monsieur le Premier ministre, cette situation paradoxale, inédite, pose aujourd'hui deux problèmes majeurs. Un problème politique d'abord, certes ce n'est pas l'essentiel, celui du lien de confiance entre le ministre de l'Intérieur et le Président de la République, puisque cette démission s'est associée de commentaires au demeurant extrêmement pertinents sur le manque d'humilité et de proximité du Président de la République. Au-delà, Monsieur le Premier ministre, et c'est bien plus grave, cette démission anticipée pose un problème majeur quant à la protection des Français. Alors que la violence ne cesse de croître, 1000 agressions par jour, 21 policiers et gendarmes blessés, alors que nous faisons face à une menace terroriste, elle aussi, hélas, qui ne diminue pas, alors que notre pays est confronté à une crise migratoire majeure, c'est le moment que le ministre de l'Intérieur choisit pour dire qu'il va conduire sa mission par alternance, le matin à Paris, l'après-midi ou le week-end à Lyon. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur du gouvernement et ce n'est pas acceptable et ce n'est pas supportable. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Seul le Premier ministre a la parole. Écoutez la réponse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puisque les questions relatives à la sécurité, Mesdames et Messieurs les députés, vous intéressent, et elles vous intéressent à juste titre, permettez-moi de vous répondre. Monsieur le député Ciotti, vous évoquez les questions de sécurité. Vous les évoquez de deux façons. La première, en évoquant la personne du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et le choix qu'il a fait hier de proposer sa démission, choix qui a été refusé par le Président de la République, qui lui a rappelé sa confiance, et vous évoquez la véritable question, qui est la question de la sécurité. Ce matin, vous ne l'avez pas évoqué, Monsieur Ciotti, mais puisque vous êtes particulièrement attentif aux questions de sécurité, cette opération n'a pas pu vous échapper. Ce matin, les forces de police, au terme d'une opération qui, de toute évidence,
et vous le savez parfaitement, avaient été préparés de longue date, sont intervenus, faisant application des dispositions de la loi SILT que l'Assemblée nationale et le Sénat ont votées, pour procéder à un certain nombre de visites domiciliaires, pour procéder au gel des avoirs d'un certain nombre de personnes dont il apparaissait qu'ils pouvaient représenter une menace pour la sécurité des Français. Je commence ma réponse en évoquant cette opération, monsieur le député, car c'est cette opération qui compte. C'est ce que nous faisons pour garantir la sécurité des Français qui compte. C'est ce que ce gouvernement fait en augmentant, monsieur le député, vous le savez parfaitement, les moyens mis à la disposition des forces de sécurité, les moyens matériels, les moyens humains qui ont été, monsieur le député, tellement mis à mal pendant si longtemps. Des forces de police supplémentaires, des forces de gendarmerie supplémentaires. Vous préférez sourire, monsieur Ciotti, probablement parce que ça vous fait un peu mal. Et je peux le comprendre. Mais ces forces de police, ces forces de gendarmerie, ces fonctionnaires affectés à la DGSI, ce budget supplémentaire, c'est ça qui compte, monsieur le député. Et permettez-moi de vous dire que quand il s'agit de la sécurité des Français, jamais il n'y aura d'hésitation. Jamais, monsieur le député, il n'y aura d'hésitation de la part de ce gouvernement. Jamais. Ce sujet est trop sérieux pour que nous puissions faire de la petite polémique. Et je me souviens, monsieur le député, qu'assis sur ces bancs, je ne me suis jamais livré à ce genre, jamais, à ce genre de petite polémique. Alors, comme vous me posez la question sur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, eh bien, je vais vous faire la réponse que je ferai constamment. Mais chers collègues, on écoute la réponse du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. La réponse, donc, que je ferai constamment. Chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se consacrer pleinement à sa tâche. J'ai connu, comme vous, monsieur Ciotti, des membres du gouvernement qui, à une époque, considéraient qu'il était possible, voire permis, d'être membre du gouvernement et de solliciter un mandat local parfois, et même parfois, monsieur Ciotti, présidentiel. Ni vous, ni moi n'avons jamais dit à ces ministres de l'Intérieur, lorsqu'ils étaient candidats, soit à des municipales, soit à des présidentielles, qu'ils ne se consacraient pas pleinement à leur tâche. Vous le savez parfaitement. Je vous propose, monsieur le député, de cesser cette hypocrisie. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Olga Givernet. Je vous remercie, monsieur le Et à elle Président. seule, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, dans la nuit de jeudi à vendredi, mon département de l'Ain a été marqué par un incendie criminel perpétré contre l'abattoir situé à Autonne, dans le Haut-Val-Romais. C'est un acte grave qui a été commis. Il touche 80 familles indinoises et plus largement tout un bassin de vie. Je veux leur apporter ici tout notre soutien. Je veux aussi rappeler qu'ici, dans cette Assemblée, nous soutenons les acteurs de l'alimentation. Le projet de loi que nous voterons dans quelques minutes en est la preuve. Nous pouvons avoir des débats. Nous pouvons aussi avoir des visions différentes. Mais rien, jamais, ne justifie la violence. Ce qui rend d'autant plus inadmissible cet incendie criminel, c'est que nous avons vu, lors des débats sur la loi Egalim, des éleveurs, des producteurs passionnés par leur métier. Nous savons leur respect pour la condition animale et notre texte de loi renforce les mesures en ce sens. Nous savons leur envie de produire une alimentation de qualité. Ils méritent tout notre respect et nous les saluons pour leur travail. L'Assemblée nationale soutient la filière dans son ensemble. Ne les laissons pas être les victimes d'une poignée d'activistes. Ma question est la suivante.
Quelles mesures envisagez-vous pour protéger ces professions dans l'inquiétude? Quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer rapidement la tranquillité des éleveurs, des professionnels de l'abattoir, des bouchers, charcutiers ciblés par ces attaques? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Olga Givernet, permettez-moi d'abord d'excuser Stéphane Travert qui ne peut être présent, mais qui évidemment, comme l'ensemble du gouvernement, est attentif au sujet que vous évoquez. Parce que ces attaques dont ont été victimes des établissements de professionnels de la viande, des abattoirs, des boucheries, ces derniers mois sont effectivement, Madame la députée, totalement inadmissibles. Et évidemment, d'une part, nous les condamnons au nom du gouvernement le plus fermement possible, parce que nous pensons que si la liberté d'opinion, elle est libre, et en particulier dans cet hémicycle, nous devons porter cela. En aucun cas, le choix individuel de tel ou tel ne doit se traduire par cette forme de violence. Et jamais, aucune idée, aucun mobile ne peut justifier de tels agissements. Concernant l'incendie du 28 septembre 2018 à Autonne, dans votre département, qui a effectivement détruit partiellement un abattoir, l'enquête conduite sous le contrôle de l'autorité judiciaire mobilise d'importants moyens parce qu'il faut effectivement identifier et interpeller les auteurs de ces actes manifestement criminels. Je veux, au nom du gouvernement, Madame la députée, aussi vous assurer de notre plus total soutien et que vous puissiez porter ce total soutien aux familles de ce département touchées par cet incendie. J'y associe évidemment l'ensemble des victimes de ces groupuscules qui, depuis plusieurs mois, tentent de déstabiliser une filière dont l'activité répond aux besoins des Français dans leur quotidien. Et nous savons aussi l'importance de l'élevage comme un maillon essentiel de notre ruralité à laquelle nous sommes tous attachés ici. Sachez, Madame la députée, que dès le 5 juillet, en lien étroit avec le président de la Confédération française des boucheries, charcuteries et traiteurs, des directives du ministre de l'Intérieur ont été adressées à l'ensemble des préfets de région pour qu'une coordination locale au plus près du terrain soit mise en place pour assurer la sécurité des différents sites d'exploitation et de commercialisation de notre viande. Et je souhaite, Madame la députée, vous rappeler l'engagement total du gouvernement pour faire en sorte que la liberté d'opinion s'exprime, mais en aucun cas sous cette forme-là. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul Christophe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a reçu hier à l'Élysée 5 présidents de métropoles comptant plus de 500 000 habitants pour discuter d'une fusion entre instances départementales et instances métropolitaines. Aussi semblent aujourd'hui concernées les métropoles de Lille, Bordeaux, Nice, Toulouse et Nantes. Le président souhaite s'inspirer de l'exemple du Grand Lyon, fusionné en 2015 avec le département du Rhône, en le répliquant à l'échelle d'autres territoires. Mais la fusion-absorption lyonnaise a-t-elle eu un effet positif? Actuellement, il n'existe aucune étude d'impact ni évaluation pour déterminer du bien fondé de cette fusion, même si certains dans cet hémicycle sont sur au fait que d'autres. À l'issue de la réunion, l'Élysée a affirmé qu'un consensus s'était dégagé sur, je cite, un schéma cible de département métropole. Or, il y a des disparités flagrantes entre les départements concernés. Pour ne citer qu'un exemple, le département du Nord a une géographie particulière qui s'étire sur plus de 200 km, dont la métropole occupe tout l'espace central, ce qui n'est pas le cas des Alpes-Maritimes ou de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, le département est un outil de péréquation sociale. Demain, la réforme telle qu'elle transpire provoquerait l'apparition d'une métropole concentrant toutes les richesses au détriment du reste du territoire qui s'en trouverait appauvri. Vous risquez tout simplement d'accentuer les fractures territoriales et sociales. La réunion élyséenne s'est par ailleurs déroulée en l'absence des présidents des conseils départementaux concernés, ce qui ne manque pas d'interroger sur la méthode. On pourrait y voir là une réforme en catimini décidée sous les ordres des ministères. Ces discrétions pourraient presque paraître coupables. Toutes les informations sur cette réforme nous parviennent actuellement par voie de presse. Aussi, vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, que nous attendons de votre part un réel éclaircissement sur ce schéma cible de département métropole. Comment s'assurer que cette réforme ne sera pas créatrice d'inégalités territoriales? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Votre question porte sur un sujet important, un sujet sur lequel Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, s'était engagé.
celui de simplifier le millefeuille administratif et en particulier là où il y a des métropoles puissantes en rapport dans le territoire avec les départements sur la fusion de ces deux collectivités locales. C'était un engagement de campagne, c'est devenu un engagement présidentiel et c'est le sujet sur lequel le gouvernement aujourd'hui travaille activement. Mais travaille activement, effectivement, sur un petit nombre de métropoles. Ces métropoles d'intérêt européen qu'il nous faut renforcer. Travaille activement sur un petit nombre de métropoles, mais avec la volonté de rechercher un consensus avec l'ensemble des acteurs. Et il y a eu une partie de la discussion qui a eu lieu et elle se poursuivra, monsieur le député, c'est bien évident. Parce qu'il s'agit d'organiser le rapprochement entre les métropoles et les départements. Et le gouvernement, ça a été rappelé ces jours-ci, se dit prêt à accompagner cette évolution dans la concertation et, si nécessaire, en préparant les évolutions législatives qui seront requises. S'agissant de la représentation de la ruralité, évidemment au sein de ces métropoles européennes, elle le sera à double titre. D'abord, compte tenu du poids géographique, mais aussi par le principe selon lequel tous les maires de chacune des communes doivent être présents au sein même de cette instance et de ce pilotage politique-là. C'est une évidence et c'est aussi un principe constitutionnel, chacun ici le sait attentivement. Et puis il y a la question de la relation entre la métropole et l'environnement immédiat. Je pense que, et nous le savons tous, cela devra se construire sur la base d'un principe de solidarité. Et c'est ce principe de solidarité qui préside les réflexions actuellement conduites au sein du gouvernement. Et puis viendra la question des actions et des actions sociales en particulier. Nous avons pu noter que l'engagement sans réserve de certaines métropoles, comme Nantes ou Lyon récemment dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, peut nous laisser penser que c'est aussi à cet échelon-là que nous mènerons le combat nécessaire pour plus de justice sociale. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michel Fanget. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Le 10 août dernier, le jeune Louis Favrowski, âgé de 21 ans, est décédé au cours d'un match de rugby amical de Pro D2. En juin dernier, c'est un jeune de 17 ans, licencié au rugby club de Billon, qui est décédé durant son sommeil, victime d'un traumatisme causé lors d'un match de rugby disputé l'après-midi même. Le rugby, certes sport de contact, mais avant tout sport d'évitement, est devenu de plus en plus violent et désormais il peut tuer. Ces drames restent exceptionnels, mais de nombreux spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes que pourrait avoir la pratique d'un rugby de plus en plus physique, où les gestes violents sont devenus monnaie courante. Je suis particulièrement attaché à ce sport qui représente une identité forte dans ma ville. Mais je suis inquiet de ce qu'il est en train de devenir. Le territoire de ma circonscription est, comme de nombreux territoires français, une terre de rugby. Il compte des dizaines d'écoles de rugby et une équipe de haut niveau en top 14, à savoir l'ASM Clermont-Auvergne. J'ai pu échanger avec les éducateurs des écoles de rugby et constater toute la pédagogie déployés pour enseigner ce sport en respectant les consignes nécessaires à une pratique plus sécurisée. Cependant, j'ai pu constater aussi que les jeunes pratiquants pouvaient avoir tendance à imiter leurs illustres aînés et à reproduire des gestes qui, sans le savoir, peuvent s'avérer dangereux. En ma qualité de cardiologue et de médecin du sport, je suis amené à voir des parents qui considèrent ce sport comme un sport désormais dangereux. Ils sont nombreux à hésiter à inscrire leurs enfants dans les écoles de rugby. Et sans une évolution des mentalités et des pratiques, nous serons confrontés à une diminution significative du nombre des licenciés. Il serait dommageable que les vertus de ce sport, véritable école de vie, soient perçues comme un sport brutal, ce qui serait dramatique à quelques mois de la Coupe du Monde au Japon. Ma question est la suivante. Ne serait-il pas opportun, voire urgent, de lancer une réflexion au-delà des quelques mesures prises par la Fédération française de rugby sur ce qu'est devenu ce sport et sur ce qu'il est devenu et la manière dont il doit être enseigné. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Michel Fanget, Roxana Maracineanu m'a chargé de vous répondre, ce que je fais volontiers, car votre question est évidemment au croisement de mon ministère et du ministère des Sports. Permettez-moi, dans un premier temps, de m'associer à la douleur des familles face au décès tragique de ces jeunes. Le rugby, comme vous le rappelez, est un sport de contact, mais avant tout un sport d'évitement. Et il serait dommageable que les vertus de ce sport soient reléguées au second plan. La pratique sportive doit en effet aller de pair avec l'intégrité physique et mentale des pratiquants, et cela vaut pour le haut niveau comme pour la pratique amateur. En réponse aux multiples accidents et incidents ces derniers mois,
La direction des sports et la direction générale de la santé ont entamé cet été une action relative à la prévention des commotions cérébrales dans le sport. Il s'agit de l'axe 3 de la stratégie sport-santé sur la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques sportives et des pratiquants. La direction des sports conduit actuellement un état des lieux sur les commotions cérébrales dans le sport par une enquête menée auprès du mouvement sportif. Dans un second temps, il sera proposé de partager les résultats de cette enquête avec le mouvement sportif, des experts médicaux et la Direction générale de la santé afin de mettre en œuvre des mesures de protection. Nous souhaitons également une harmonisation des procédures de détection et de prise en charge. Et la question de la formation et de l'enseignement du rugby se posera également dans ce cadre, dans cette optique et dans la perspective notamment de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. Soyez assurés que tous les acteurs seront associés à cette réflexion. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain David. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jeudi 4 octobre prochain, nous célébrerons les 60 ans de notre Constitution et je rappelle que le Président de la République est le principal garant du respect de ce texte fondateur. À ce titre, il doit particulièrement être attentif à un principe qui fonde les démocraties contemporaines, la séparation des pouvoirs. Or, après un été agité par l'affaire Benalla, l'automne apporte son lot d'informations inquiétantes sur le fonctionnement de nos institutions. Entre l'audition incongrue des candidats au poste de procureur général de Paris et les tentatives d'intervention de l'exécutif sur ce processus de nomination, il semble que le président ait tenté de s'immiscer dans le choix de ce magistrat. Après une intervention tout aussi malvenue auprès de Gérard Larcher dans les travaux de la commission d'enquête sénatoriale, et le sabotage de la commission d'enquête parlementaire, cette nouvelle atteinte à la séparation des pouvoirs nous inquiète. Mentionnons également le dernier événement en date autour de Gérard Collomb. Comment peut-on considérer que le ministre de l'Intérieur souhaite démissionner au moment où il doit faire face à ses responsabilités? Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la séparation des pouvoirs est un rempart contre l'arbitraire. Prenons garde que le nouveau monde et la disruption n'atteignent pas les fondements de notre démocratie. Les Français ne sont pas ces Gaulois réfractaires que l'on dépeint, mais des citoyens qui demandent simplement du respect de la part de l'exécutif et des comptes sur le manque d'efficacité des politiques conduites depuis plus d'1 an. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me confirmer que l'exécutif respectera le cadre fixé par la Constitution? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous profitez de cette question pour dire à l'Assemblée votre attachement aux principes constitutionnels, et je dirais même philosophiques, politiques, essentiels de séparation des pouvoirs. Je partage en tout point l'attachement que vous proclamez. La séparation des pouvoirs est un principe qui irrigue notre vie démocratique, qui organise notre vie démocratique et qui est bien entendu repris dans la Constitution de la Ve République, même si, et je le dis en souriant, Monsieur le député, car ni vous ni moi n'avons participé aux débats qui ont présidé à l'avènement de la Ve République, même si vous savez comme moi qu'à l'époque, un certain nombre de parlementaires, souvent issus d'ailleurs des rangs où vous siégez, indiquaient que cette Constitution de la Ve République était comme par nature contraire au principe de séparation des pouvoirs. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Vous êtes attaché au principe de séparation des pouvoirs, moi aussi. La séparation des pouvoirs, elle s'applique d'ailleurs, Monsieur le député, reconnaissez-le avec moi, à tous les pouvoirs. Elle interdit que l'on méconnaisse les dispositions constitutionnelles, que ce soit lorsque on a l'honneur de représenter le pouvoir exécutif ou lorsqu'on est le pouvoir législatif ou l'autorité judiciaire, mais disons, si vous le voulez bien, le pouvoir judiciaire. Vous m'interrogez, Monsieur le député, sur le processus de nomination des procureurs. Et vous laissez penser que parce que le pouvoir exécutif prendrait un grand soin à proposer
le nom du futur procureur de Paris, il y aurait méconnaissance de la séparation des pouvoirs et des dispositions constitutionnelles ou légales. Vous savez parfaitement, je crois, monsieur le député, que ça n'est pas le cas. Je suis, comme vous, attaché à l'indépendance de la magistrature. Mais il se trouve que le droit prévoit que les procureurs sont nommés sur proposition de la garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et il se trouve que le gouvernement, la garde des Sceaux bien entendu, et le Premier ministre, parce que les procureurs mettent en œuvre la politique pénale du gouvernement, est extrêmement attentif aux choix qui sont faits. Et j'assume parfaitement, monsieur le député, le fait de rencontrer et d'être certain que celui qui sera proposé à la nomination et à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature sera parfaitement en ligne et que je serai parfaitement à l'aise avec ce procureur. Et je vous le dis comme je le pense. Dans la révision constitutionnelle qui est proposée et qu'un certain nombre de parlementaires n'ont pas souhaité discuter au mois de juillet, il est prévu une disposition qui fait que la nomination des procureurs sera prise après un avis conforme, ce qui est un progrès, peut-être, mais ce qui n'est pas encore en vigueur. Je veux vous rassurer, monsieur le député, au cas où votre inquiétude serait formulée de bonne foi. Nous aurons, ce dont je ne doute pas, monsieur le député, bien entendu, évidemment, nous aurons prochainement la nomination d'un procureur de Paris et la nomination, parce que le texte sera discuté dans cette Assemblée, d'un procureur national antiterroriste. C'est un changement majeur. Monsieur le Président. Continuez, monsieur le Premier ministre. J'ai compris que sur la droite de l'hémicycle, on était passionné par les questions de sécurité et je constate qu'on est plus dissipé au moment où nous évoquons les questions de justice. Je m'en étonne. Monsieur le député, le droit a été strictement et sera strictement respecté pour cette nomination comme pour toutes les autres nominations. Je veux être extrêmement clair et extrêmement ferme sur ce sujet. Mettre en doute, comme certains peuvent s'amuser à le faire, mettre en doute le respect de la loi et le souci par ce gouvernement de respecter la loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Merci, monsieur le Premier ministre. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais saluer le parcours républicain et l'engagement de notre collègue Manuel Valls. Ce que je leur dis. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. Monsieur le Président Mélenchon, un peu de calme, s'il vous plaît. Ce que l'Assemblée
va donc perdre, l'Europe le gagne. Et je veux voir dans votre démarche à Barcelone ni un départ, ni une rupture, mais un renouveau des engagements démocratiques et européens qui ont toujours été les vôtres. Le sens des responsabilités s'exporte et je m'en réjouis, car faire l'Europe, c'est aussi la bâtir par l'engagement partout en Europe des femmes et des hommes de notre pays. La ville d'Evry, son agglomération, votre département ont bénéficié, s'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de tenue et de retenue, ont bénéficié de la formidable énergie que vous avez déployée, celle-là même que vous avez mise au service des Français dans les hautes mais difficiles fonctions de Premier ministre. Et je n'oublie pas, et personne n'a oublié, votre discours ici même du 13 janvier 2015, au lendemain des attentats qui avaient ensanglanté la République. Ce moment est entré dans l'histoire des grands moments d'éloquence parlementaire, des instants graves et profonds d'unité et d'émotion nationale. Quoi qu'il advienne, je vous souhaite le meilleur. Vous entreprenez d'écrire une nouvelle page de l'avenir de l'Europe et je sais qu'au cœur, vous garderez toujours l'amour et les valeurs de la République française. Monsieur Valls, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots, alors que je vais quitter en effet cette Assemblée et la France pour un défi personnel, inédit, politique et profondément européen. Je veux exprimer ma reconnaissance. D'abord à mon pays, à la France, un pays unique, qui donne la possibilité à quelqu'un qui est né à l'étranger, qui a décidé d'être français à 20 ans, d'avoir un parcours politique, d'être maire, député, ministre et Premier ministre de la République. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à la politique, parce que je suis un militant, cette politique si décriée, mais en même temps si indispensable à notre démocratie, et qui mérite, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, en effet, du respect, de l'écoute, de la tolérance et de l'élégance. C'est ce que j'ai appris avec Michel Rocard. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Assemblée nationale, à chacun d'entre vous, sans exception, parce que c'est ma vision de la politique, aux présidents des groupes et au personnel de l'Assemblée, à vous, mesdames et messieurs les huissiers, et à mes collaborateurs qui ont travaillé avec moi depuis 2002. Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux électeurs d'Evry et de la première circonscription de l'Essonne qui m'ont fait confiance à chaque élection depuis 2002, parce que j'étais présent à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Et puis, je voudrais dire, chers collègues, que le Parlement est ce cœur battant de la démocratie et qu'il faut le respecter, qu'il faut le faire respecter. Enfin, je veux vous dire aussi que je ne renoncerai jamais, Monsieur le Président, aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et cette belle laïcité qui protège et ce message universel qui est celui de la France depuis 1789. Et enfin, Monsieur le Président, c'est à l'Europe, cet espace de civilisation, de paix, de liberté, de progrès. Oui, je l'ai défendu ici, oui, j'irai la défendre dans une autre ville, mais je veux vous dire en terminant, Monsieur le Président, oui, que le Barcelonais, que le Français, que le Républicain et que l'Européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Seul le Premier ministre a la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député, au fond, la pire des choses, lorsque on a l'honneur ou lorsqu'on a eu l'honneur de diriger un gouvernement, c'est de susciter l'indifférence. Et compte tenu de la chaleur des réactions, soit très dures, soit très élogieuses, soit très respectueuses, qui se sont exprimées dans cet hémicycle lorsque votre nom a été évoqué, je crois pouvoir dire, monsieur le député, que vous n'avez jamais suscité l'indifférence. J'ai le souvenir, monsieur le député, d'avoir été votre adversaire politique. J'ai le souvenir de vous avoir accueilli, ministre de l'Intérieur, dans la belle ville du Havre, et d'évoquer avec vous, très loin de toutes les postures politiques, les questions relatives à la sécurité et les moyens pratiques, sérieux, que nous pouvions mettre en œuvre pour améliorer la situation. Et j'ai le souvenir qu'à l'époque, les engagements que vous aviez pris avaient été tenus. J'ai le souvenir aussi, monsieur le député, d'avoir été un député de l'opposition lorsque la France a connu un certain nombre d'actes terroristes absolument dramatiques. Dans les jours qui ont suivi ces actes, vous avez su trouver les mots, et l'ensemble de l'hémicycle, quelles que soient les positions aujourd'hui, s'en souvient. Comme nous nous souvenons de cette séance, où chacun, marqué par ce que nous avions vu, compris, ressenti, mais probablement jamais aussi marqué que vous n'aviez pu l'être, car vous vous étiez rendu sur les lieux, et vous aviez vu de vos yeux combien cet hémicycle, dans un silence admirable, après que vous aviez pris la parole, avait chanté la Marseillaise. Vous avez, à des moments où la France était menacée, eu des mots qui étaient justes et exprimé une position qui était solide. De cela, je veux le dire, monsieur le député, la France vous sera toujours reconnaissante. Enfin, monsieur le député, vous faites vivre votre engagement européen aujourd'hui par un choix qui vous appartient et qui, de toute évidence, est un choix osé et courageux. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, monsieur le député. Je vous souhaite le meilleur et je suis sûr qu'au-delà des postures, beaucoup de Français seront fiers que, sans rien renier de vos engagements, vous puissiez faire valoir des qualités qui sont aussi françaises dans la belle ville de Barcelone. La parole est à monsieur François Ruffin. Cet automne, mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues, n'imitez pas ce qui vous heurte. La parole est à monsieur François Ruffin et à lui seul. Vous êtes vraiment des modèles de civisme. Cet automne, Madame la Ministre, des milliers d'enfants handicapés se sont retrouvés sans accompagnant, de fait exclus de l'école. À leurs parents inquiets, vous avez apporté ce remède il y a 15 jours, ici même. Notez ce numéro, le 0800 730 123. 80% des cas sont résolus dans les 24 heures. C'est ça, la réalité de terrain. Ça serait plus rapide que la Redoute ou même qu'Amazon. L'auxiliaire de vie scolaire, même précaire, même sous-payé, même sous le seuil de pauvreté, serait livré dans la journée. Ce numéro, je l'ai noté. Des milliers de familles l'ont noté. Cathy, chez moi, à Abbeville, l'avait déjà noté. Son petit garçon est atteint d'autisme. Depuis la rentrée, elle se bagarre pour obtenir un accompagnant. Au rectorat qui ne répond pas à l'adresse des courriers, bientôt des recommandés. Alors,
Votre 0800, c'était sa bouée. J'ai là ses factures Freebox. Elle a appelé le 7 septembre à 15h02, personne n'a décroché. Elle a essayé de nouveau à 15h38, puis à 16h49, le 11 septembre à 14h02, à 14h42, à 17h02, le 12 septembre à 10h28, le 13 septembre à 10h04. Toutes ces tentatives, au milieu des rendez-vous avec l'orthophoniste, avec le neurologue, avec le psychomotricien. Enfin, le 21 septembre, à 9h51, un téléconseiller a décroché. Cathy a rempli un énième dossier. Mais depuis 2 semaines, plus rien. Aucune nouvelle, encore moins d'accompagnant pour son enfant. La voilà, la réalité de terrain, comme vous dites. Le voilà, le fossé entre le pays et votre baratin. Yann Arthus Bertrand a fait en photo le monde vu d'en haut. Vous, c'est le monde social vu d'en haut. Vous planez. Et comme il paraît lisse, le pays vu depuis vos palais. Pour les enfants handicapés, un numéro vert et tout est réglé. Côté pauvreté, des grands mots, quelques euros, et en 3 coups de cuir à peau, vous l'éradiquez. Pour les hôpitaux, paf, un plan santé. Pour les retraités, la méthode Coué, vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien perdu. Et aux 5 millions de chômeurs, le banquier d'Élysée délivre son secret, traversez la rue. Alors, chers amis de Jupiter, quand remettrez-vous les pieds sur terre? Merci, Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il y a les effets de manche et puis il y a les réalités. Les réalités, si vous aimez la vérité et la réalité, écoutez ce que je vais vous répondre. Les vérités et la réalité, c'est qu'en cette année, il n'y a jamais eu autant d'accompagnants pour les élèves handicapés. Nous avons encore augmenté le nombre. Et non seulement nous les avons augmentés, mais nous avons des contrats désormais plus robustes, puisqu'il y a moins de contrats aidés, mais plus de ce que nous appelons les AESH, c'est-à-dire des accompagnants. Autrement dit, des contrats qui sont renouvelables sur 6 ans. Et nous sommes en train de prendre le chemin d'aller d'ailleurs encore plus loin, puisqu'ils ont des garanties de formation tout au long de l'année. Le numéro que vous avez évoqué, monsieur le député, il existe bel et bien et on y répond. La secrétaire d'État, Sophie Cluzel et moi-même, y sommes même allés. Et ça m'est arrivé de répondre à ce numéro moi-même. Ce numéro, vous êtes en train d'insulter l'équipe de personnes qui est en train d'y travailler de manière extrêmement efficace. Parce que, bien entendu, ce serait de la démagogie de prétendre qu'il y a une solution immédiate à tout problème. Mais le cas que vous évoquez, nous le regarderons. Et comme tous les cas qui se sont présentés cette année, il sera résolu. Nous avons 25% d'appels en moins cette année, précisément parce que nous avons des réponses de terrain. Alors l'accueil des élèves en situation de handicap n'est pas un sujet qui mérite des basses polémiques, certainement pas. C'est un sujet qui mérite une stratégie de progrès. Cette stratégie de progrès, elle se traduit par les moyens nouveaux que nous avons mis, elle se traduit aussi par le sens de l'humain qui caractérise l'ensemble des personnels qui sont dédiés à cela, et je vous demande de les respecter. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Delphine Batho. Monsieur le Premier ministre, hier, il a gelé au sommet du pic du Midi pour la première fois depuis 108 jours. C'est du jamais vu. Record de chaleur, 1500 décès liés à la canicule, 52 départements encore en restriction d'eau, hausse des émissions de gaz à effet de serre de 3,2%, effondrement vertigineux de la biodiversité, un tiers des oiseaux décimés, 80% des insectes, pollution de l'air, 3e cause de mortalité en France, malformation congénitale dans 3 départements ruraux, poison dans l'organisme de nos enfants où l'on retrouve en moyenne 34 molécules à risque. Voilà l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Celle du petit quotidien de l'Anthropocène, qui impose une politique de l'écologie intégrale déterminant tous nos choix économiques et sociaux. Monsieur le Premier ministre, ici, nous avons l'habitude des discours sur l'écologie, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Mais maintenant, il faut un stop. Il faut mettre un coup d'arrêt à cette folie destructrice. Ma question est claire, elle est directe, et je prendrai que 2 exemples que vous connaissez par cœur et qui sont symptomatiques à la fois de l'interférence des lobbies et des hésitations des pouvoirs publics. L'abandon du projet de la montagne d'or,
C'est oui ou c'est non. La destruction de 1500 hectares de forêt amazonienne avec 57 000 tonnes d'explosifs, là où vivent 2000 espèces animales et végétales, dont 127 protégées. C'est oui ou c'est non. L'interdiction du glyphosate, pesticide cancérogène probable, le seul autorisé en France de cette catégorie. Scandale sanitaire et environnemental. C'est oui ou c'est non. Monsieur le Premier ministre, peut-être vous me répondrez vous-même, mais quelle que soit la réponse, je souhaite qu'elle soit concise et qu'elle tienne en 3 lettres. Oui ou non. Tout le reste n'a plus d'intérêt. Merci, chers collègues. La réponse est à monsieur François. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Delphine Batho, comme il se trouve que vous avez occupé la même responsabilité ministérielle que la mienne, vous savez d'expérience, même si l'expérience n'a pas été aussi longue peut-être que vous l'auriez souhaité, vous savez d'expérience que les réponses... Mes chers collègues, je n'avais pas compris qu'à l'époque, vous auriez souhaité que Mme Batho reste davantage, plus longtemps, ministre de l'Environnement. Moi, je l'aurais souhaité, en l'occurrence. Et je dis cela parce que vous savez comme moi, que les réponses aux sujets politiques complexes derrière lesquels il y a des réalités humaines, économiques, sociales, écologiques, ne se résument pas à oui ou non. Vous le savez vous-même, vous ne faites pas d'ailleurs des interventions dans cet hémicycle qui se résument à des oui ou à des non. Je pourrais vous parler du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire qui augmente de près d'1 milliard d'euros cette année. Je pourrais vous parler de mes priorités, mais je vais vous répondre sur la montagne d'or. Oui, je l'ai dit dès mes premières interventions, ce projet devra être revu. Et je commencerai, et devra être revu de fond en comble. Mais je commencerai par en parler avec les premiers concernés, qui sont les élus guyanais. Concernant le glyphosate, là, Madame Batho, vous connaissez la réponse. Vous le savez, nous l'avons répété avec Stéphane Travert, nous sommes allés en Gironde, il y a une semaine, rencontrer les viticulteurs. Vous croyez que eux, la réponse, elle est oui ou non? La réponse, elle est quelle technique? Combien ça coûte? Quelle durée? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va avoir la même productivité? Est-ce qu'on va avoir le même coût de sortie? Et oui, bien sûr, nous voulons protéger la santé des Français. Oui, bien sûr, nous voulons protéger l'environnement et nous nous donnons pour cela 3 ans pour sortir du glyphosate. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Anne-France Brunet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Madame la Ministre, je tenais à saluer l'action et l'efficacité du gouvernement qui a travaillé dès la première année de son mandat à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis les révélations de l'affaire Weinstein et les innombrables témoignages du mouvement MeToo, les consciences se sont éveillées. Votre loi est un grand pas en avant. Nous avons pu en avoir une application concrète le 25 septembre dernier dans l'Essonne. Mais aujourd'hui, une autre urgence demeure. Un fléau qui gangrène nos foyers et qui touche l'intimité de nos couples. Je pense à ce qui a été mis en lumière par la tragique histoire de Jacqueline Sauvage, les violences conjugales. Vous avez, Madame la Ministre, lancé un grand plan de lutte contre les violences conjugales et dévoilé, en partie, les contours des mesures qui s'annonce ambitieuse. Rien laisser passer, tel doit être notre mot d'ordre. La semaine dernière, de nombreuses personnalités ont pris position derrière Muriel Robin pour alerter l'opinion publique. Et pour cause, tous les jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. 123 ont perdu la vie l'année dernière et près de 225 000 autres ont été victimes de ces violences. Cette tribune, j'imagine l'avez-vous lu, est glaçante. Et son message sans appel. Sauvons celles qui sont encore vivantes. Le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Pourtant, cette année, c'est encore près de 800 téléphones grave danger qui devraient être distribués. Ce sont là des chiffres que l'on ne peut pas voir, ceux d'un féminicide. Cette hécatombe conjugale ne peut nous laisser de marbre. Et ce vibrant appel doit nous pousser, nous, la représentation nationale,
à mettre un terme à cette énumération macabre. Ma question, Madame la Ministre, sera donc la suivante. Merci, Madame la Quelles députée. mesures... La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez rappelé avec une régularité glaçante depuis des générations en France, c'est tous les 3 jours, en moyenne, une femme qui est tuée par son conjoint ou par son ex-conjoint. En plus des mesures annoncées par le Président de la République dans le cadre de la grande cause nationale de son quinquennat et en plus des mesures pilotées par le Premier ministre Édouard Philippe dans le cadre du comité interministériel qu'il avait convoqué le 8 mars, le gouvernement a lancé cette semaine un plan spécifique de lutte contre les violences conjugales. Ce plan, il a été travaillé avec les acteurs de terrain et les associations. Il se décline en 5 grandes mesures. 1. Une campagne de communication pour un montant de 4 millions d'euros engagée par le Premier ministre Édouard Philippe pour faire en sorte que des clips en télévision alertent les témoins. Parce que des gens savent que ces violences conjugales se passent. Et réagir peut tout changer. Le numéro d'appel d'urgence du 3919 est inondé d'appels et trop souvent les écoutantes ne sont pas en mesure de prendre ces appels. Il est insupportable pour nous de penser que des femmes qui font la démarche d'appeler, eh bien, ça sonne dans le vide et que personne ne leur répond. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager 120 000 € supplémentaires de subventions, ce qui correspond au recrutement de 3 écoutantes avec un objectif 100% d'appels répondus. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Des contrats locaux contre les violences dans chaque département pour que les urgentistes, les travailleurs sociaux, les associations, les élus locaux, les forces de l'ordre puissent ensemble alerter, identifier ces femmes et aller les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Une plateforme de signalement pour parler avec la police et la gendarmerie pour signaler ces violences sexistes et sexuelles. Et enfin, une géolocalisation des centres d'hébergement d'urgence pour mettre à l'abri ces femmes avant qu'elles soient tuées. Le gouvernement ne pourra pas tout seul, mais le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour agir en France et partout dans le monde contre les féminicides qui sont un fléau qui mérite la mobilisation collective. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Paul Dufrègne. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, lors de votre passage dans l'Allier le 29 août dernier, les agriculteurs vous ont sensibilisé sur leur situation très préoccupante liée à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois sur notre département et beaucoup d'autres. Vous aviez évoqué la possibilité d'utiliser les jachères ainsi qu'une avance sur les aides PAC pour permettre aux agriculteurs d'avoir de la trésorerie pour acheter des fourrages. Ceci est très largement insuffisant et des aides directes doivent être envisagées. 5 semaines ont passé et la pluie n'est toujours pas au rendez-vous. En visite sur des exploitations très récemment, j'ai pu mesurer l'ampleur du sinistre et bien sûr ses conséquences économiques. Un agriculteur de ma circonscription qui exploite 145 hectares et possède un troupeau de 190 bovins charolais estime à un peu plus de 6 000 € par mois le surcoût alimentaire depuis le 1er juillet. Un autre, avec 330 bovins et 85 brebis sur ses 200 hectares, estime le préjudice à 2 500 € par semaine. Le premier témoigne. Comment devrons-nous passer l'hiver avec un reste de fourrage faible, une trésorerie plus que fragile et le moral au plus bas? Il poursuit. Aujourd'hui, il est difficile de s'approvisionner. Les fourrages, quels qu'ils soient, restent presque introuvables et les prix flambent. Il est donc urgent de prendre des mesures efficaces, organisationnelles et financières pour permettre à nous tous, éleveurs, de retrouver un peu de sérénité. Monsieur le ministre, que répondez-vous à cet agriculteur et à cette profession déjà largement impactée par un environnement économique dégradé? J'ajoute que le récent rapport du GIEC, avec l'impact d'un réchauffement global de 2 degrés, incite aussi à une large réflexion sur les modes de production agricoles et bien au-delà. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Rossan. Le sujet que vous évoquez et qui concerne l'Allier concerne bien évidemment, et on l'a vu cette année, de très nombreux départements.
Et hélas, on peut craindre que ce phénomène que l'on a connu cet été se renouvelle chaque année. Et donc, il est essentiel que nous puissions anticiper les mesures. C'est pour ça que Stéphane Travert, qui ne peut pas être présent ici parce qu'il est au Sénat à l'heure où je vous parle, avait dès le mois de juillet mobilisé les services et annoncé une palette de mesures pour agir au niveau national, pour accompagner territorialement chacune et chacun des agriculteurs directement impactés, avec des mesures d'exonération de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées, avec le report des cotisations sociales, avec la reconnaissance évidemment de la calamité agricole, en précisant que, contrairement à l'Allemagne, nous n'avons pas de plafond et que tous les dossiers reconnus feront l'objet d'une indemnisation. Parallèlement, Stéphane Travert a obtenu de la Commission européenne des mesures visant à soulager réellement la trésorerie des agriculteurs, avec le versement anticipé et majoré des aides européennes. Leur versement sera effectif le 16 octobre, dans quelques jours, à hauteur de 70% pour les paiements directs, à hauteur de 85% pour les paiements au titre du développement rural. Et des autorisations exceptionnelles, telles que la possibilité de faire pâturer ou faucher les surfaces en jachère, ont été également octroyées. Stéphane Travert a donné des instructions précises au préfet pour que soit établi au plus vite un état des lieux précis dans chaque département. Et le retour se fera dans quelques jours. Et c'est tous ensemble que nous regarderons cela pour accompagner la profession agricole durement impactée. Sachez, monsieur le député, qu'évidemment le gouvernement reste totalement mobilisé. Et face à la récurrence des aléas climatiques, il est absolument nécessaire aussi que nous puissions accompagner le monde agricole dans une politique d'assurance pour faire en sorte que ces aléas soient mieux assurés demain. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Charlotte Lecocq. Oui, merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, la population française vieillit et cela est une bonne nouvelle car nous vivons plus longtemps grâce au progrès de la médecine. Cependant, cela suscite des inquiétudes pour nos concitoyens à plusieurs titres. Nos aînés souhaitent rester au domicile le plus longtemps possible et cela est bien légitime. Bien souvent, l'intervention de leurs enfants ou d'un proche est nécessaire. Or, dans cet hémicycle, nous avons plusieurs fois souligné les contraintes fortes qui pèsent sur les aidants familiaux. Des solutions de répit manquent et le développement d'autres formes d'hébergement est plébiscité. Ainsi, les résidences autonomie ou encore l'accueil familial offrent des réponses intéressantes, notamment pour les territoires ruraux comme la Pévèle. Mais se pose aussi la question du financement. La Mutualité française a évalué à 2 000 € le reste à charge mensuel pour les personnes hébergées en EHPAD. C'est une somme bien supérieure aux capacités de financement de nos personnes âgées. Madame la ministre, force est de constater que nous devons revoir en profondeur la place de nos aînés dans notre société et les réponses que nous apportons à leurs besoins. Mais cette réflexion doit se faire en associant largement les professionnels, ces professionnels engagés qui ont vu leur métier évoluer et, dans certains cas, leurs conditions de travail se dégrader considérablement. Madame la ministre, nous le savons, vous avez d'ores et déjà apporté des réponses pour faire face à l'urgence de la situation, mais il est absolument nécessaire désormais de penser sur le long terme. Aussi, je souhaite connaître la méthode que vous entendez mettre en œuvre pour donner à nos aînés la place qu'ils méritent. Merci. La parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Madame la députée Charlotte Lecocq, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la grande concertation qui a été lancée hier. Vous l'avez dit, nous avons d'ores et déjà engagé des mesures de court terme pour répondre aux besoins des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou hébergées en EHPAD. Mais nous avons, au-delà, décidé d'ouvrir une grande consultation citoyenne de façon à bâtir le modèle de société que nous souhaitons pour les personnes âgées à l'horizon des 5 à 50 ans qui viennent. Nous avons ouvert ce débat avec une méthode de partage, avec l'ensemble des acteurs. La mission a été confiée à Dominique Libault. Elle repose sur 10 groupes de travail auxquels participeront évidemment les personnes âgées elles-mêmes, leurs familles, les aidants, les professionnels soignants, les professionnels du secteur et des élus qui ont répondu à l'appel comme vous, Madame Lecocq, et je vous en remercie. Au-delà de ça, il y aura des
sessions en région pour faire émerger des propositions concrètes. Mais surtout, nous avons souhaité que tous les citoyens français puissent participer à cette consultation. Nous avons ouvert un site qui s'appelle « Comment mieux prendre soin de nos aînés ». Il est sur un site internet et permet à tous les Français de s'exprimer sur le modèle de société plus inclusive, plus protectrice qu'ils souhaitent pour l'avenir. À partir de ces propositions, nous bâtirons un modèle de société, des propositions concrètes autour de l'hébergement, autour de la ville, autour des étangs, autour de la gouvernance. Et évidemment, nous réfléchirons également au mode de financement de l'accompagnement de la dépendance, puisque ça va être un enjeu dans les années qui viennent. Cette méthode aboutira à un projet de loi qui sera proposé aux parlementaires d'ici la fin de l'année 2019. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma première question est la suivante. Est-ce que l'absence du ministre de l'Intérieur aujourd'hui ne signifie pas qu'il est vraiment en train de démissionner? Voici maintenant ma deuxième question. 17 mois après le début du quinquennat, la politique économique du gouvernement est un échec et les premières victimes sont les Français qui connaissent une baisse sans précédent de leur pouvoir d'achat. Un an après un premier budget incendiaire, tous les voyants économiques sont alarmants. La croissance française ralentit beaucoup plus vite que celle de nos voisins. Notre déficit commercial déjà catastrophique s'aggrave encore, tandis que les dépenses publiques continuent d'augmenter, alourdissant toujours un peu plus notre dette. Après le matraquage fiscal des ménages de 2018, le gouvernement a annoncé vouloir corriger le tir pour le budget 2019. Que d'illusions! La baisse promise des prélèvements obligatoires n'est pas au rendez-vous, et derrière ce tour de passe-passe budgétaire se cachent en réalité de nouveaux coups de rabot à venir au détriment des retraités, des familles et des classes moyennes. Faut-il rappeler tout ce que vous avez fait payer aux contribuables par manque de courage sur les réformes structurelles? La hausse de plus de 25% de la CSG qui a fragilisé les retraités les plus modestes, le gel des pensions de retraite, la baisse des APL et des allocations familiales, l'augmentation du gaz, la hausse du carburant, le prélèvement à la source. Avec vous, personne n'est épargné. Les jeunes actifs, les retraités, les familles, les employeurs. Tous sont sommés de réparer votre politique hasardeuse, faite d'errance en matière de réformes structurelles. Le combat de la réduction de la dépense publique n'est pas une bataille comptable de l'opposition, c'est la clé de voûte pour notre souveraineté, pour la compétitivité de nos entreprises et pour le pouvoir d'achat des Français. Alors dites-nous, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de faire payer aux Français votre manque de courage réformateur? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne sais par où commencer tellement il y a d'approximation dans votre question. Il faudrait corriger la manière dont vous formulez les hypothèses et ce que vous proposez. Vous nous parlez de la situation macroéconomique. C'est la première fois, avec le budget 2019 que nous présentons, et avec ce que nous savons des chiffres de l'économie, c'est la première fois depuis 10 ans que notre pays connaît un taux de croissance supérieur à 1,5% pendant 3 ans, de 2017 à 2019. C'est la première fois depuis 20 ans, Madame la députée, que notre pays va connaître un déficit budgétaire inférieur à 3% pendant 3 années consécutives, de 2017, 2018, 2019, et cela continuera les années suivantes. Et c'est la première fois depuis l'histoire, Madame la députée, que nous allons connaître une augmentation des dépenses publiques de l'État inférieure à 1% en volume pendant 3 années consécutives, oui. Ce qui démontre que nous maîtrisons les finances publiques, que nous maîtrisons les dépenses, contrairement à ce que vous et votre famille politique avez pu faire pendant des années. Vous dites, Madame la députée, qu'il n'y a pas de mesure pour le pouvoir d'achat. Permettez-moi de souligner le paradoxe. Nous sommes le 3 octobre, pardonnez-moi, le mois au cours duquel va entrer en vigueur la seconde vague de diminution des cotisations salariales qui va permettre d'augmenter les salaires nets. Le mois au cours duquel va entrer en vigueur le premier dégrèvement de la taxe d'habitation. Le mois au cours duquel nous augmentons de 20 € la prime d'activité. Le mois au cours duquel nous allons augmenter l'allocation adulte handicapé pour protéger les plus fragiles. Madame la députée, vous nous dites cela alors même
que vous avez fait campagne à l'élection présidentielle en demandant une augmentation de la TVA de 2 points qui aurait coûté 13 milliards d'euros aux ménages, alors que le budget que nous défendons pour 2019 rend 6 milliards d'euros aux ménages par la baisse des prélèvements obligatoires. Et puis je termine par un point, Madame la députée, parce que au-delà des erreurs factuelles, il y a peut-être un problème d'objectivité dans une partie de votre question. Le prélèvement à la source, c'est un changement du mode de collecte de l'impôt. Ce n'est pas un changement ni de l'assiette, ni des montants. Ne faites pas croire aux Français que ça va coûter plus cher, ça va leur simplifier la vie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. On écoute Madame Untermaier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Sans doute ne vous paraîtra-t-elle pas fondamentale, encore que pour moi, elle est absolument essentielle, puisqu'il s'agit de la vie quotidienne des Français et de notre souci de ne pas enquiquiner la vie des Français, et d'autre part parce que c'est une question qui, à mon avis, est majeure, parce que le politique ne doit pas se désengager de la question de la machine administrative. Je pense que le ministre doit être derrière son administration et s'assurer que bien le travail répond aux attentes des citoyens et des usagers. Je veux parler des procédures dématérialisées, des titres, des cartes grises, des permis de conduire, qui se sont généralisés donc depuis novembre 2017, avec des difficultés tout à fait indescriptibles, qui font que les usagers poussent la porte de nos permanences. Encore dernièrement, j'associe bien sûr à ce constat Christine Pires-Beaune, qui peut vous fournir un certain nombre des échecs de ce dispositif. Alors nous ne sommes pas contre. Untermaier a la parole. Nous ne sommes pas contre cette automatisation, bien évidemment, mais par contre, nous considérons absolument indispensable que des mesures soient prises pour garantir une intervention humaine quand le dysfonctionnement de l'interface numérique ne fonctionne pas. Et c'est sur ce point-là, Monsieur le ministre, que nous vous demandons des engagements forts en nous ne rappelant pas ce qui a été fait par le passé, mais ce qui est fait pour l'avenir et pour régler enfin des questions angoissantes qui concernent l'ensemble des citoyens. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier, votre question pose sur la numérisation de la procédure de la carte grise, mais elle porte en fait sur la numérisation de tous les services publics. Et quand on numérise, il faut qu'on pose des principes. On ne numérise pas que pour limiter les coûts, on numérise pour augmenter aussi le service rendu aux citoyens. La mise en place de ce nouveau dispositif de la NTS depuis novembre 2017 fait suite à plusieurs années de transformation des préfectures. Alors oui, plusieurs milliers de Français ont été pénalisés. Et nous allons en parler et je vais vous expliquer comment nous allons nous occuper d'eux. Mais je voudrais que l'on parle des 5,8 millions de cartes grises qui ont été délivrées depuis novembre 2017. Ce sont 5,8 millions de demi-journées de travail qui n'ont pas eu à être posées auprès des employeurs. Pour ces 5,8 millions de cartes, il faut dire que ça a fonctionné. Alors que fait-on pour le stock? Ceux qui attendent, ces dizaines de milliers de Français qui attendent. Eh bien, nous proposons 3 solutions à court terme, 3 solutions à long terme. Les 3 solutions à court terme, ça a été l'augmentation des moyens humains du centre de traitement de la NTS. 180 personnes qui, aujourd'hui, au quotidien, font diminuer cette liste d'attente. Il faut parler des 310 points d'accueil numérique. Vous l'avez rappelé, on va numériser, mais on va aussi réhumaniser. Ces 310 points d'accueil numérique, ce sont 310 lieux de la République dans les préfectures et les sous-préfectures où un être humain vous accueille, vous oriente. Et il faut parler des 90 personnes qui, à titre exceptionnel, depuis 3 mois, participent à traiter ce flux. Dans quelques semaines, il n'y aura plus de dossiers qui seront en souffrance. Et ça, c'est un engagement que nous avons pris. Sur le long terme, des solutions, simplifier les procédures et mener au quotidien une politique d'inclusion numérique qui permet aux 20% des Français les plus éloignés d'être accompagnés dans leur démarche. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Mazard.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues aveyronnais, Anne Blanc et Arnaud Viala. Jeudi dernier, à 10h15, à Rodez, Monsieur Pascal Filoé, 45 ans, directeur général adjoint de la ville, a été assassiné. Depuis, la ville de Rodez, ses habitants, son équipe municipale, ses agents, sont dans un état de choc. État de choc car les faits se sont déroulés dans un département connu pour être l'un des plus sûrs de France, en plein jour, au cœur de la cité, devant la mairie, au vu des commerçants, parents et collègues de travail de M. Filoé. État de choc car ces faits ont été d'une extrême violence. 9 coups de couteau, les premiers portés par surprise dans le dos, par un homme qui, vraisemblablement, guettait sa victime. État de choc car M. Filoé est mort pour un motif futile et dans le cadre de ses fonctions de responsable de la police municipale. État de choc car M. Filoé était un fonctionnaire exemplaire, dévoué, et qui, même dans la gestion du dossier de cet homme menaçant, avait une nouvelle fois fait preuve de médiation et de professionnalisme. État de choc enfin car M. Filoé était un homme d'une extrême gentillesse, aimé de son épouse et de leurs 3 enfants, apprécié de ses collègues de travail, des services de l'État et des élus de la ville de Rodez, dont j'ai fait partie. Depuis jeudi, la ville reçoit de nombreuses marques de soutien de la part de communes et autres collectivités dont les agents ont été eux aussi particulièrement choqués. C'est aussi au plus haut niveau de l'État que ce soutien a été apporté et vous-même, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de votre déplacement en Aveyron ce samedi, vous avez rencontré la veuve et ses enfants après avoir déposé des fleurs sur le lieu du drame. Au-delà de ces marques d'affection et de solidarité indispensables, je vous interroge, Monsieur le Premier ministre, sur l'attention que votre gouvernement porte au personnel des administrations et des collectivités qui deviennent trop souvent le réceptacle d'incivilités, de frustrations, de violences parfois les plus extrêmes, alors même que ces agents sont les garants indispensables du bon fonctionnement de notre République. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous le rappeliez, le drame s'est joué ce 27 septembre à Rodez. Le directeur général adjoint des services de la ville de Rodez, Monsieur Pascal Filoé, était lâchement assassiné sur la voie publique par un individu qui lui portait, vous l'avez rappelé dans votre intervention, plusieurs coups de couteau. Grièvement blessé, il était transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Cette attaque aura à l'évidence choqué chacune et chacun d'entre nous et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a immédiatement condamné cet acte ignoble. En son nom, je renouvelle notre soutien, celui bien évidemment du gouvernement, mais j'en suis certain, celui ici de chacune et de chacun qui siège sur ces bancs, à la famille, sa femme et ses enfants, à ses proches ainsi qu'au personnel de la commune de Rodez et à son maire, M. Christian Tessèdre. L'auteur des événements, défavorablement connu des services de police, a été rapidement interpellé, a été placé en garde à vue, puis mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Une instruction a été ouverte et l'enquête judiciaire se poursuit. D'ores et déjà, il est établi que le mobile du crime, que vous avez rappelé dans votre question, était la vengeance. Pascal Filoé est mort pour avoir accompli son devoir et pour avoir fait appliquer la loi. Cette tragédie rappelle malheureusement que les représentants de l'autorité sont quotidiennement victimes d'attaques. Et si Pascal Filoé n'était pas policier municipal, en tant que directeur général adjoint et en charge de la police municipale, il en avait pour son agresseur et pour son assassin tous les atours. Les exactions perpétrées à l'encontre de ces femmes et de ces hommes dépositaires de l'autorité publique sont inadmissibles dans un état de droit. Et il nous faut rappeler sans cesse la qualité de leur travail, de leur dévouement, rappeler qu'ils sont les gardiens de notre sécurité et donc de nos libertés, et qu'ils agissent avec courage, parfois au péril de leur vie. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, se rendra à Rodez ce jeudi 4 octobre pour assister aux obsèques de Pascal Filoé, pour lui rendre hommage et pour témoigner de notre soutien à sa famille et à l'ensemble des personnes qui veillent quotidiennement à la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Pierre Cordier.
Monsieur le Président, chers collègues, j'avais une question à adresser à Monsieur le Premier ministre concernant la question des retraites. Au vu de la question de notre collègue, on a plus que jamais besoin, Monsieur le Premier ministre, d'un ministre de l'Intérieur. J'ai pris énormément de plaisir à être ministre de l'Intérieur. Cette phrase n'est pas de moi, ça ne vous aura pas échappé, mais du ministre de l'Intérieur lui-même, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques instants, et je vous conseille d'ailleurs de lire les Dépêches et le Figaro, puisque ça vient de tomber il y a quelques minutes. Donc au-delà de cette question que je voulais vous poser sur les retraites, une question qui intéresse énormément de nos concitoyens, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, par respect pour les collègues qui sont présents ici, par respect pour les collègues du gouvernement, que vous nous informiez des informations qui sont en votre possession concernant Gérard Collomb et son avenir au sein de ce gouvernement. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au moment où je réponds à votre question, je suis surpris de voir qu'une partie des députés fait de l'humour et que l'autre partie dit que ça n'est pas drôle. Je ne plaisante en aucune façon. Je ne plaisante en aucune façon. Et je ne plaisante en aucune façon. Et j'ai dit tout à l'heure que les questions qui concernent la sécurité de nos compatriotes était au cœur de l'action du gouvernement, que chaque jour nous étions consacrés à notre tâche et que rien ne me ferait, que rien ne me distrairait de cette mission. Il ne m'appartient pas de commenter telle ou telle dépêche. Il ne m'appartient pas de commenter telle ou telle dépêche. Mais dans mes fonctions de Premier ministre, j'exercerai la totalité des attributions constitutionnelles qui me sont dévolues. Je dirige l'action du gouvernement et j'aurai l'occasion de proposer au Président de la République les décisions qui s'imposent. Et Monsieur Jacob, vous pourrez crier, crier et recrier. Je vous dirai exactement la même chose. J'exercerai la totalité de mes attributions constitutionnelles, je défendrai la sécurité des Français et je proposerai au Président de la République les décisions qui s'imposent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Didier Martin et seul Monsieur Didier Martin a la parole. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Didier Martin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt. Depuis hier, c'est chose faite. Les cotisations salariales pour l'assurance chômage ont totalement disparu pour tous les salariés français. C'est un pas décisif pour le pouvoir d'achat des salariés qui voient leur salaire net augmenter ce mois-ci de 17 € lorsqu'ils sont rémunérés au SMIC, sans que cela ne coûte un centime aux entreprises. Le pouvoir d'achat, certes grignoté par d'autres dépenses, de gaz et d'essence notamment, bénéficiera de cette suppression des cotisations salariales. C'est une bonne mesure. Elle est donc la bienvenue, au même titre que le coup de pouce accordé aux familles monoparentales, de même que la revalorisation du minimum vieillesse et de la prime d'activité, de même que l'instauration d'un reste à charge zéro pour l'optique, les soins dentaires et les appareils auditifs. Et puis, évidemment, le pouvoir d'achat bénéficiera de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Cette suppression des cotisations salariales a été financée par une augmentation de la CSG, effort substantiel pour la plupart des retraités. Je salue leur effort, comme je salue aussi l'effort budgétaire de 350 millions récemment annoncé par Monsieur le Premier ministre pour que 300 000 retraités aux revenus modestes soient dispensés de cette augmentation. Ce geste d'équité sera apprécié, j'en suis sûr. Contribuer à un renforcement du pouvoir d'achat de tous, et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin, doit rester notre priorité. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous rappeler à la représentation nationale les mesures que votre gouvernement mettra en œuvre
pour améliorer encore le pouvoir d'achat des Français et en particulier celui de nos concitoyens aux revenus les plus modestes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison de le souligner, c'est au cours du mois d'octobre que s'applique la deuxième vague de diminution des cotisations salariales payées par les salariés et donc une amélioration de leur pouvoir d'achat. Nous allons continuer sur cette même vocation et cette même voie avec un budget 2019 qui prévoit d'alléger les prélèvements obligatoires de 6 milliards d'euros sur les ménages. Nous allons continuer à revaloriser la prime d'activité à hauteur de 20 euros par mois, comme nous l'avons fait en octobre 2018, nous le ferons en octobre 2019. Et nous allons l'année prochaine, à partir du 4e trimestre, exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires effectuées par les salariés, ce qui se traduira par un gain net supérieur de 11% pour chaque heure supplémentaire travaillée. Cela contribuera aussi à la fois à revaloriser les revenus du travail et permettre aux ménages de gagner en pouvoir d'achat. Nous allons continuer sur cette lancée avec la volonté de revaloriser les revenus du travail, mais aussi la volonté de rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble des ménages et notamment à celles et ceux qui sont les plus fragiles. Vous avez évoqué la disposition annoncée par le Premier ministre qui permettra à 300 000 foyers de retraités avec des niveaux de revenus modestes de sortir de l'augmentation de la CSG qui avait été appliquée depuis l'année passée. Nous allons augmenter l'allocation dite du minimum vieillesse au mois d'avril prochain, comme nous l'avons déjà augmenté en avril 2018, et nous augmenterons à nouveau en 2019 l'allocation adulte handicapé de 40 euros, après l'avoir augmenté de 50 euros en cette fin d'année. Nous pourrions aussi rappeler qu'à la suite des travaux menés de manière expérimentale, nous allons pouvoir généraliser le chèque énergie, qui va profiter à 3 600 000 ménages pour un montant d'environ 150 euros, de manière à les aider à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie dans leur quotidien et aider là aussi les plus fragiles et les plus précaires. Et puis enfin, j'ajoute que la première tranche de dégrèvement de la taxe d'habitation sera dégrévée dès ce mois d'octobre et que l'année prochaine, nous continuerons pour qu'en 2020, 80% des ménages ne paient plus de taxe d'habitation. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprendra dans 10 minutes.